Hola toda gente, salut à toutes et à tous, ça y est, c'est un nouvel épisode du Frantuguais Mag. J'espère que vous allez bien. É sexta-feira, suei a semana inteira. Et aujourd'hui on est vendredi, nous sommes le vendredi 2 décembre, c'est l'épisode numéro 20 du Frantuguais Mag. On est en direct, une fois de plus, pour l'épisode numéro 20. C'est le premier épisode du mois de décembre. Le mois de décembre, c'est un mois important, c'est le mois des fêtes de fin d'année. Donc ça va être un très joli, vous allez voir, Frantuguais Mag. On est de retour à Paris, après avoir fait un petit passage le week-end dernier par le Portugal. Oh là, ça y est, vous êtes 17, 20. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Marcia, tudo bem? Marie-Jo Vicente, hola, tudo bem? N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire si vous entendez bien et si, surtout, vous manifestez. Dites-moi si vous m'entendez bien. Ça y est, vous êtes 22. Olá. Bienvenue à toutes et à tous. Sejam bem-vindos para o Frantuguais Mag numéro 20. Et oui, déjà le numéro 20, c'est une belle aventure. Jérémy Portela está aqui. Olá, tudo bem? Isabelle Simões. Olá, JC. Olá, Isabelle. N'hésitez pas à me dire, les amis, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. E a coisa mais importante, vocês têm de me ouvir e também têm de me ver bem. E por isso, basta só dizer... Ah, Marie-Jo Vicente já respondeu. Impecável. Adriana Costa. Tem muitos cortes. Tem muitos cortes. Então vou aproximar-me daqui e normalmente as coisas vão correr melhor. Vou aproximar-me do sítio onde... Olá, Carminda. Vou aproximar-me do sítio onde vamos fazer hoje o Frantuguais Mag. É o episódio número 20 e hoje em dia estamos de volta... Olá, Dorothée Freire, tudo bem? Fernando Santos, tudo bem? Alors, est-ce que vous allez réussir à deviner où nous sommes? Aujourd'hui, nous sommes à Paris, nous sommes dans un arrondissement que j'aime bien, on n'est pas très loin de Beaubourg. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. J'ai laissé passer une petite info. Fatima Joaquim, bom dia. Rui, tudo bem? Salut. Anita, olá. Marcia, tem cortes, agora estou mais perto. Dites-moi si vous entendez bien, Allez. Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo de JC d'hier? On va commencer par parler de ça. Está frio. Allez, je rentre au chaud. Déjà, dites-moi, avant de vous présenter mon invité et l'endroit où je suis persuadé qu'il y en a qui connaissent. Ce qui est marrant, regardez, je vais ressortir pour vous montrer. Je vous laisse encore deviner un peu. C'est que, il y a le message de bienvenue. Regardez, j'ai adoré cette petite subtilité. Je ressors. Hop, je viens là. Hop, je fais marche arrière. Oh, faut pas tomber. Et regardez, je vais vous montrer, je passe en caméra avant. Thierry, bienvenue au Portugal. Et oui, en fait, là, aujourd'hui, on va découvrir un endroit qui est un peu comme le Frantuguais Mag. Le Frantuguais Mag qui est un peu comme cet endroit, c'est vous montrer, vous faire voyager un petit bout de Portugal en France, Belgique, Suisse et Luxembourg. Et aussi de vous amener de temps en temps au Portugal pour vous montrer un petit peu de Belgique, Suisse et Luxembourg. Et de France, et aussi ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est un bistrot, en effet, c'est un bistrot, un peu plus qu'un bistrot. Et regardez, quand on veut partir, hop, là c'était pour venir, bienvenue au Portugal. Et quand on repart, poussez, bon retour en France. Je trouve ça génial. Alors, est-ce que c'est un indice? Est-ce que ça vous donne un petit indice? Est-ce qu'il y en a qui connaissent, que ça leur rappelle quelque chose ou pas? Je suis persuadé qu'il y en a qui sont déjà venus ici. On l'a de Montréal, où il fait froid ce matin. Gualter, ici, il fait froid aussi. Et ici, ça caille, meu amigo. O inverno já está cá. Attention, on fait vite, hop, comme ça vous n'avez pas le temps de voir tout le monde. Que giro. Olha, a Marcia diz, que giro. Mais moi aussi, je vais faire pareil chez moi, je peux même le mettre chez moi. Tens que me dizer onde é que encontraste isto. Eu vou também pôr na minha porta. Bienvenue au Portugal et ao sair, bon retour en France. Je trouve ça, mais c'est en train de faire un carton, Julien. Ça y est, je viens de dire le prénom. Ça vous fait un indice en plus. Je suis donc à Paris. Le propriétaire de cet endroit s'appelle Julien. J'ai un petit bonbon dans la bouche. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la vidéo sur les 3 bonbons préférés de notre enfance au Portugal? J'ai fait une vidéo qui a assez bien marché, qui continue à tourner, où je montre mes 3 bonbons préférés. Il y avait les sugos. Bien entendu, les sugos, c'est toute notre enfance. Il y avait aussi ceux-là. On les avait croisés aussi dans la librairie.
Chandaigne, os rebuçados do Dr Bayard, du Dr Bayard. Et puis j'avais mis après aussi les comment ça s'appelle, les chewing-gums, les gorillas. Et là en ce moment, comme j'ai un peu la gorge enrouée, je prends plein de bonbons de Dr Bayard. Johnny Sampaio, bebe lá copo para nós todos. Julien, tu as quoi à boire? Du Porto. Ah, deuxième indice. Deuxième indice. En effet, on est chez Julien. Julien vend du Porto. Il est à Paris. Vous avez encore quelques instants pour deviner où est-ce qu'on est, avec qui je suis. Vous êtes déjà 60 en direct. C'est génial. Est-ce qu'on va-t-il battre le record des 200 personnes? Et est-ce qu'on battra avec ce Frantuguais Mag numéro 20 le record des 10 000 vues? On le saura à la fin de cette émission et peut-être dans la journée. En tout cas, moi, je suis vraiment content d'être ici parce qu'une fois de plus, on va découvrir une histoire. Une histoire sur la double culture. Et souvent, ici, on voit des histoires de gens qui viennent de là-bas et qui arrivent ici. Et ben là, c'est quelqu'un qui a fait ce chemin-là grâce à ses parents et qui, du coup, le temps passant, il a décidé de faire un peu, regardez, je vous le montre, il y a un dessin de lui derrière, une caricature, hop, 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 il est plus beau en vrai, je vous rassure. Là, c'est une caricature, évidemment. Eh ben, il a décidé de faire le chemin inverse. Je vous donne encore un indice au-dessus de ma tête. Garrafeira. Elisabeth de Lisboa, manda um abraço. Ah, Marie-Jo qui ne rate aucun épisode du Frantuguais Mag. Ça fait super plaisir, merci, parce que c'est vrai, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est juste top de vous voir, de vous avoir avec moi le vendredi pour cette émission que j'aime de plus en plus, que j'essaie d'améliorer à chaque fois avec le son, avec l'image. Et là maintenant, apparemment, notamment la semaine dernière, en plein Portugal, ça a marché, c'était top. Mais juste à la fin, je vous ai pas raconté, mais je vous le raconterai bientôt. Il s'est passé un petit truc. Je me suis fait virer un petit peu. Mais ça, je le garde pour le best-of. Laura Maria. Maria, tu ne connais pas. Dani Valente. Boa tarde desde la Savoie. Oui, ici, ça va, le froid. Nous, on est en train de le découvrir en Savoie, vous connaissez bien. Alors, est-ce que je vous dis où est-ce qu'on est? Déjà, je vous dis que la semaine prochaine, je vous donne déjà aussi rendez-vous sur scène à Dijon, samedi, au Darcy Comedy Club, pour la soirée avec le spectacle en construction. Et surtout dimanche, aussi à Paris, le 11 décembre à 15h au Théâtre l'Européen. Tu seras là, Julien? Évidemment, il sera là le 11 décembre à 15h dans le merveilleux Théâtre de l'Européen. Va-t-on battre le record? Va-t-on réussir à remplir avec 300 personnes le Théâtre de l'Européen? L'année dernière, on avait fait 200. C'est l'objectif. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Ça serait génial. On est plutôt bien parti en réservation. Et qui sait si on bat ce record, ce sera la première fois qu'il y a un spectacle d'humour lusophone qui remplit cette salle mythique. Donc, allez. Moi, je déploie rien et on attend. Allez, je vous ai donné plein d'indices. Où est-ce que je suis? Je suis à Paris. Je suis dans le 3e arrondissement. Mon invité du jour qui nous accueille chez lui, ou plutôt dans une part de son entreprise, parce que son entreprise est aussi au Portugal. Il va nous raconter tout ça. C'est une histoire merveilleuse. Il s'appelle Julien. Regardez, il y a sa caricature qui est là. Il y a sa photo. Il vend du Porto. Il y a à boire du Porto. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au Portologia. Chez Julien Dos Santos. Ça va, Julien? Bonjour, ça va et toi? Allez, viens, rapproche-toi de moi. Allez, on y va. Julien, comment ça va? Bonjour à tous. Voilà. Bienvenue chez Portologia à Paris. Voilà, quel ton. Tu disais vachement plus de bêtises tout à l'heure, avant qu'on commence. J'aime bien, tu as pris ton temps. Il faut commencer tout doucement, on va pas donner tout à la première minute. Alors, en fait, moi, Julien, je le connais depuis maintenant une dizaine d'années. Je pense que je l'ai rencontré par le biais du spectacle, le premier Hola, qui fait que j'ai rencontré plein de gens de la communauté lusophone. Alors, dites-moi déjà s'il y en a qui connaissent le Portologia qui est installé à Paris et qui est installé également à Porto, ce qu'on va voir tout à l'heure aussi, mais à Lisbonne aussi. Et à Lisbonne depuis 4 ans maintenant. Donc dans la Baixa de Porto, on a une boutique, la même chose finalement. On a la boutique mère qui est à Porto, la deuxième boutique qu'on a créée à Paris en 2015 et ensuite Lisbonne. Et donc toi, tu fais partie de ces lusophones qui sont nés ici et qui ont décidé de faire le chemin inverse, d'aller retrouver les terres là-bas pour créer un peu cette entreprise, c'est ça?
Exactement. J'ai donné un petit peu continuité au projet familial. On produisait du raisin donc dans la vallée du Douro. Et ensuite, donc j'ai décidé de reprendre donc les vignes et de produire des vins de Porto pour les exporter et montrer ce que le Portugal peut faire de mieux à l'étranger. Et moi, si je me souviens bien de l'histoire, et c'est ça que j'avais trouvé à l'époque formidable, c'est que toi, en fait, t'es reparti pour reprendre l'entreprise familiale. Qui, à la limite, si tu n'y retournes pas, si tu n'y investissais pas ni ton temps ni ton argent, l'histoire familiale se serait arrêtée, c'est ça? Comme je pense beaucoup d'entre vous, la famille avait des vignes et donc au moment du départ du grand-père, s'est posé la question quoi faire et donc soit on laissait à l'abandon les terrains, soit on reprenait, soit on vendait. Donc la famille a tellement passé de temps là-bas, s'est acharnée, a mis beaucoup de plaisir à développer ce petit coin. Et moi, j'y ai aussi mes origines, mes souvenirs, les vacances, de très bons moments. Et donc, du coup, ce cher mois d'août, voilà, que tout le monde connaît. Et donc, l'objectif, c'était un peu de prolonger ça et puis lui donner une seconde vie, lui donner un peu de jeunesse et puis de pouvoir produire d'excellents vins comme on sait faire au Portugal. Alors moi du coup je me souviens que on avait parlé de tout ça et j'avais découvert lorsqu'on avait fait un repas chez une amie qu'on avait en commun, c'est comme ça qu'on a fait un peu plus connaissance et moi je t'avais dit mais ça veut dire que là tu avais un travail à l'époque ici qui était bien, enfin voilà tu vivais bien et t'as pris le risque de partir et de relancer une affaire mais cette fois-ci en visant le marché étranger, c'est-à-dire il y avait quasiment aussi tout à refaire. Tout, on repartait à zéro. On produisait du raisin et maintenant on produit du vin. On a créé une marque, on a recréé un design, on a reconstruit une marque depuis le zéro. Voilà, avec toute la force qui m'a été transmise par la famille, finalement comme je disais, les bons moments passés, l'été, la famille, l'amour qu'on a pour le pays finalement, parce que moi l'histoire m'avait touché parce que excuse-moi je te coupe rapidement mais parce que en fait moi à l'origine la Trás-os-Montes jusqu'à ce qu'il y avait mon grand-père et qu'il y avait aussi mon oncle le plus âgé, on avait des vignes aussi et nous on faisait pas de vin pour vendre mais on avait des vignes, enfin la famille je dis on, en fait comme c'était au grand-père c'était à tout le monde. C'est ça. Et en fait, une fois que le grand-père, nous, pour le coup, l'histoire est partie, et le plus âgé des tontons qui vivaient là-bas sur place, les cultures se sont arrêtées. Et c'est ce que j'ai pas voulu. Voilà, l'idée c'était ça demande un effort, bien évidemment. Moi, j'étais responsable marketing bien de marque portugaise. J'ai fait Delta, j'ai fait Pacheca, donc j'étais très bien. Mais bon, l'idée c'était vraiment d'initier une activité entrepreneuriale, une aventure, et puis finalement, je suis très satisfait aujourd'hui de ce que je fais. Je prends un plaisir immense. J'ai un pied dans les deux pays. Je vis cette double culture à fond la caisse tous les jours. Je me souviens quand même qu'au début à ce repas aussi tu m'avais dit putain c'est le bordel, il y a plein de trucs à faire, je suis partout, t'étais en France, t'étais au Portugal, t'arrêtais pas de voyager, mais je me souviens les débuts c'était épuisant, enfin t'arrêtais pas de bouger pour tout mettre en place. Et encore aujourd'hui c'est cette double culture. Même quand ça marche ça continue. Même quand ça marche, c'est pire parce que quand ça marche ça continue de plus en plus fort. Donc il faut tout s'adapter. Moi le Portugal je connaissais comme en vacances, je connaissais pas les démarches administratives qui fonctionnent pas du tout comme ici. Est-ce que c'est pire qu'en France? C'est bien différent, mais c'est tout aussi compliqué. La semaine dernière, on était à l'Assemblée, j'ai rencontré quelques personnes. Je te donnerai leur contact. Ça peut aider parfois, ça peut aider. Si vous avez des questions à poser à Julien sur son aventure, sur ce lieu aujourd'hui, parce que aujourd'hui il est à Paris, mais il sera aussi à Porto, il est régulièrement aussi à Lisbonne, donc si vous êtes de là-bas, n'hésitez pas aussi à poser des questions et à vous renseigner en même temps sur internet pendant que il y a le Frantuguais Mag, et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Moi j'avais aussi une question, c'est que du coup j'ai fait mes petites recherches et j'avais vu une autre belle histoire qui, au-delà de créer du vin et du Porto, bravo, voilà, formidable, il y a quelques mois, et du coup j'avais noté ça dans un petit carnet, j'ai un carnet à idées, j'avais vu que tu avais développé d'autres activités pour en fait pérenniser la présence des ouvriers, des salariés sur site. Parce que moi j'ai une tante qui a fait les vendanges en France, et en gros les vendanges, comment ça se passe? On est employé, et une fois que c'est fini, tout le monde rentre chez soi et il n'y a plus de boulot. Et toi tu as développé autre chose à côté pour que ce soit moins dur, moins raide que ça au niveau des engagements et du travail pour les gens là-bas.
Bah, c'était une des grandes difficultés, c'était de trouver du monde pour travailler. Et je me suis vite rendu compte dans le Douro que c'était beaucoup d'employés saisonniers, que finalement je voulais essayer de travailler dans le sens où on allait leur donner des conditions qui puissent travailler finalement toute l'année. Et donc en plus du vin, on a replanté nos livrets pour leur donner du travail sur ces périodes un peu plus mortes. Donc jusqu'à mi-septembre, on est sur la partie des vendanges. Ensuite, on enchaîne sur la récolte des olives. Ensuite, on fait l'huile d'olive. Et puis après, on est à nouveau en janvier où on recommence la taille de la vigne. On a développé d'autres produits comme les savons à l'huile de pépins de raisin, l'eau de vie. Voilà, on crée beaucoup plus d'activités autour. On a créé le miel aussi. On a nos ruches. Pour finalement... Vos ruches. Nos ruches. On a 60 ruches au milieu de l'oliveraie pour la pollinisation de l'oliveraie et de la vigne, mais aussi pour produire du miel. Et donc comme ça, finalement, les employés, au lieu d'être des employés saisonniers, ils travaillent pour moi quasiment à l'année. Donc, moi j'avais trouvé ça super comme idée parce que j'avais regardé un film, un documentaire américain qui parlait de ce concept de créer une entreprise avec la nature, avec de l'exploitation, de la culture, mais avec un circuit complet pour qu'en fait les gens qui travaillent soient employés à l'année et que par exemple le coût du miel pour la pollinisation. Tu peux le redire? Pollinisation. Plus vite. Pollinisation. Em português como é que se diz? Polinização. É polinização. Olha, talvez podemos fazer também um bocadinho em português. Assim eu treino o meu português. Para fazer a polinização, dava também então... en plus du travail, je suis revenu en français, t'as vu? En fait, ça crée un cercle vicieux dans l'ensemble des terres qui étaient occupées, qui étaient travaillées. Et on est revenu, par exemple, sur l'oliveraie, un cercle vicieux, un cercle positif. Oui, c'est hyper positif. L'oliveraie est en bio. Comme ça, pareil, il faut tondre la pelouse, donc on fait attention aux terres. On crée de l'emploi, on crée des tâches et donc du coup on produit du bon et les personnes qui sont résidents sont satisfaites de travailler et finalement la boucle est bouclée et moi je suis heureux de pouvoir. Est-ce qu'il y a d'autres idées de développement, d'autres encore pour bonifier en fait l'idée de départ qui était voilà, on a des vignes, on a des terrains et qu'est-ce qu'à partir de là on peut faire pour développer l'ensemble? Des vignes on a fait donc le vin, ensuite on a fait l'oliveraie, ensuite pour la pollinisation on a mis le miel, maintenant on fait la partie touristique. On fait des déjeuners, des dîners au milieu des vignes dans notre oliveraie aussi. Alors ça, j'ai vu passer les photos aussi. Et du coup, je m'étais renseigné auprès de Julien. Donc, il y a un circuit pour que les gens puissent venir découvrir le cursus de production du vin, mais aussi de l'oliveraie. Tout, exactement. On a l'avantage de produire quasiment tout nous-mêmes. Et donc, du coup, vous pouvez venir voir au moment des vendanges, fouler les raisins au pied avec nous, voir la On peut venir et fouler le raisin. Exactement. Et l'année prochaine, on va vraiment communiquer sur ça. On veut vraiment vous voir avec nous en train de fouler le raisin pour pouvoir vraiment poursuivre cette tradition à nouveau. Aujourd'hui, très peu de maisons continuent à faire cette tradition-là et je tiens finalement à reproduire ce qu'on voyait avec nos grands-pères et donc qu'on puisse avoir encore cette tradition naturelle du Douro qui est de fouler le raisin au pied pour faire des bons vins. Alors ça, il faut bien le préciser parce qu'en effet, les vignes et toutes ces terres, c'est dans le Douro. Les fameuses photos qu'on voit avec au Douro, le fameux dragon. Exactement, le Douro qui est la plus vieille région délimitée contre les viticoles au monde, on ne le sait pas assez. Et donc c'est une très très belle région au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2001. Donc si vous connaissez pas, il faut aller découvrir. C'est vraiment un lieu fantastique. Moi j'avais fait une vidéo sur le Porto, je sais pas si vous l'avez vu, et où j'expliquais un peu tout ça. Et il y avait plein de gens en fait qui ont découvert que, afinal, o vinho do Porto não é feito no Porto. Ah non, no Porto fazemos vinho verde. É isso. Mais attends, mais il y a des gens qui m'ont incendié, qui m'ont dit mais arrête tes conneries, vas-y arrête tes vidéos, tout ça. Mais je te dis que le vin de Porto, le raisin, ne vient pas de Porto, il vient même de très loin, il vient de l'extrémité du Portugal. 70 km de Porto. La région délimitée du Douro, donc qui est la région qui produit le Porto, commence au niveau de Mésanfrie, donc à 70 km de Porto. Il y a juste une petite enclave à Villanova de Gaia où sont les caves qui permettent de mettre en bouteille des vins de Porto sous l'appellation Porto. Mais si on devait avoir des vignes à Porto, qu'il n'y en a pas, ce serait des vins pour faire du vigno verde. Bah oui, et pourquoi ça serait du vigno verde? Je me suis posé la question. Puisqu'on est dans la région du vigno verde. C'est la délimitation de la région du vigno verde.
tout simplement. Et donc l'enclave, elle est juste donc à la Vila Nova de Gaia où il y a les caves, qui était le point de départ des exportations. Donc c'était le port de chargement. Et donc les caves sont considérées dans l'appellation. Donc on peut mettre en bouteille donc à Vila Nova de Gaia. On peut même pas mettre en bouteille des vins de Porto à Porto, ce qui est un peu une aberration. Ah d'accord, on n'a pas le droit. Non, juste uniquement à Vila Nova de Gaia. Où sont les caves? Donc en fait, si je me souviens bien ce que j'avais écrit dans ma vidéo, ce que j'avais raconté, les commerçants étaient à Porto, les produits étaient à Vila Nova de Gaia, Exactement. les produits finis, Exactement. et la production était à l'intérieur des terres. Exactement, dans la vallée du Douro. D'où la construction du train. Et la ligne de chemin de fer, les bateaux Rabello qui transportaient les fûts donc depuis le Douro jusqu'à Vila Nova de Gaia, où les fûts ensuite vieillissaient donc dans les caves, ensuite étaient mis en bouteille et partaient en Angleterre et partout dans le monde en bouteille ou en fût. Alors, il y a plein de gens qui disent belle initiative pour l'histoire. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a un gîte ou une maison d'hôte justement. Ça se construit. Donc, c'est en cours. on prépare 8 chambres pour pouvoir vous accueillir et vous garder un peu plus de temps chez nous. Alors, moi, j'ai identifié le Portologie sur la description. Après, il y a aussi Julien, vous pouvez aller faire une petite recherche, je vais tout identifier, mais il y aura toutes les infos pour retrouver tout ça. Et donc, maintenant, si tu nous disais un peu comment s'est passée l'ouverture vraiment ici à Paris. Parce que en fait, quand on rentre, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Hop, regardez. Tadada. En fait, il y a du Porto, bien évidemment, et regardez, beaucoup de Porto. Au départ, donc les premières bouteilles que tu vendais, proposais en découverte, c'était pas encore les tiennes, Non. puisque tu n'avais pas encore la production qui était lancée. Et encore aujourd'hui, on a quasiment 1000 références de Porto avec des années différentes. 1000 références. Oui, le plus vieux c'est de 1880. Il est où? Là-haut. Ah oui, regardez, je le vois là. 1880. 1880, c'est la bouteille d'origine. C'est la bouteille d'origine. Waouh, 1880. Attends, ça fait plus 20, ça fait 1900, 100, ça fait 142 ans. Exactement. Une bouteille de 142 ans. Et toi, la plus ancienne bouteille que tu as on va dire, de chez toi? 40 ans d'âge. C'est les Portos de 40 ans d'âge. D'accord. Voilà. C'était les fûts qu'on avait dans la cave, donc le Porto, c'est des mélanges de différents fûts, et donc on fait nos mélanges, et puis on a réussi à faire des Portos de 40 ans d'âge. Et du coup, petite question, qui fait les mélanges? Parce que ça, c'est un truc que j'avais vu aussi. C'est des œnologues? Les œnologues, oui, c'est le maître de chai qui fait le mélange. Maître des chais. Mais chez moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est simple. On a une équipe d'œnologie qui valide finalement si le produit est bon, puisque l'Institut des vins de Porto, c'est pour ça que vous avez toute une petite étiquette dans chaque bouteille de Porto. Alors ne partez pas parce que justement, on va voir ça après, on va avoir droit à une démonstration des différents Portos. Et je suis persuadé que vous allez apprendre plein de choses parce que même moi, il y en avait un ou deux, je savais pas. Et donc quand on fait le lot, voilà, j'en ai une là, hop. Chaque bouteille a cette étiquette-là qui justifie que la qualité est bonne, elle correspond finalement, l'étiquette correspond au produit. Et ça, c'est l'Institut des vins de Porto qui nous donne cet agrément-là. Et ce qui fait du Porto la plus vieille AOC vitivinicole. Donc on a été précurseur sur ça. Mais c'est vrai, quand j'avais raconté ça aussi dans la vidéo, mais plein de gens ne m'ont pas cru. Mais si, c'est le Porto qui est le premier produit appellation d'origine contrôlée du monde. 1756. Avant, on a le Tokai et le Quantique qui sont des vieux vins, mais le Porto a été le premier vin, la première région délimitée et contrôlée en termes de qualité viticole au monde. Il y a plein de choses à faire découvrir sur le Portugal, plein. On a besoin, oui, on connaît pas même assez nos produits, on a vraiment, le Porto c'est une telle diversité, c'est une telle richesse, on a vraiment un drapeau énorme qui peut être diffusé partout dans le monde et je pense qu'on a cette richesse-là qu'on doit développer, qu'on doit continuer à promouvoir et qui vont pouvoir nous placer, qui nous placent déjà en haut de l'affiche en termes de production de vin. Alors, petite question aussi, moi après quand tu as ouvert ici, très vite, j'ai vu apparaître les soirées fado. Oui, donc la première boutique, elle existe depuis 2000 à Porto. On a ouvert en 2015 à Paris et on a voulu faire plus finalement qu'une maison de dégustation, plus qu'une cave. On a voulu vraiment faire de ce lieu parisien un lieu de vie. Moi, personnellement, j'ai toujours considéré qu'en fait, le Portologie, on est dans l'esprit, on n'est pas loin aussi de Matasque. Oui, c'est ça. C'est un lieu de convivialité, un petit coin du Portugal. C'est pour ça qu'on pas juste un endroit pour venir goûter un vin, comme il y a plein de bars à vin un peu partout maintenant. Aujourd'hui, c'est la mode, il y en a partout, même au bord des stations de balnéaires. Mais un bar à vin, on vient, on goûte. Voilà, là, c'est devenu un lieu de rencontre
avec des activités culturelles. On fait des soirées fado, on a fait des lancements de livres, on a fait des expositions photos, on retransmet les matchs du Portugal. Les matchs du Portugal. Aïe, Jésus, tout à l'heure à 4 heures. Exactement. Donc bon voilà, l'idée c'est une ambassade du Portugal, on y vient faire plein de choses, bien plus qu'acheter une bouteille et de boire un verre de vin. Alors, il y a quelqu'un, conhece o produtor José Preto, vinho de origem de Sandy Miranda do Douro? Moi je connais, exactement. Tu le connais? Je connais parfaitement. Marcia Arteiro Martins, je me demande si tu le connais. Et alors, Julien conhece. Marcia, elle suit le Frantuguais Mag très souvent, si je me souviens bien, elle est installée là-bas, elle est au Portugal. Ouais, et moi je suis pas très loin de Miranda do Douro, je suis sur la IC5, pareil, que Residências. Donc et je connais bien José Preto. On a fait un salon ensemble, le salon des vins portugais. Le Portugal, on connaît tout le monde connaît. Mais c'est comme au village, tu connais? Mais bien sûr que je connais. La dame, elle est au Portugal, elle me demande, est-ce qu'il connaît? Mais bien sûr que je le connais. On a fait un salon ensemble. C'est un petit village. Attends, on est combien? On est à peine que 10 millions là-bas et 10 millions dehors au final. Exactement. Ouais. Et c'est là la richesse aussi du Portugal, c'est qu'on arrive finalement rapidement à se connaître, à créer des liens, à créer des synergies. Et ça, c'est ce qui est très bien pour le Portugal. Alors, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse, mais la semaine dernière, quand j'ai été à l'Assemblée nationale de la République portugaise pour faire le Frantuguais Mag en direct, mais malgré que ce soit des gens qui occupent des fonctions hautes et importantes, enfin, je tiens à préciser et à dire que tout le monde a été super sympa, super cool et super accueillant. Les députés, tout le monde. C'est l'esprit portugais, je crois. Mais à un moment, je suis arrivé, c'était la pause de la séance. Il y a un petit café, avec le café le moins cher de tout le Portugal. Je crois que c'est 30 centimes. Et j'ai pu discuter, rencontrer les gens, ils me demandaient qui j'étais, et voilà. Et il y avait une convivialité à laquelle je ne m'attendais pas. Non, mais je pense que c'est l'esprit portugais. On aime accueillir, on aime recevoir, on aime divulguer. Donc voilà, ça se ressent. Et quand on a un petit pays, on a cette. Pourquoi définir? C'est comme on dit, la soda, tout ça. On vit avec le cœur. Et donc du coup, tout ce qu'on fait, je pense qu'on le fait avec envie et ça se ressent. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à partager l'émission, à partager sur votre page, à l'envoyer à vos amis, après à l'envoyer pour voir le replay. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et voilà, moi, ça me permet d'aller à la rencontre de gens comme ça, de découvrir et faire découvrir des histoires. Puisque moi, j'aime bien raconter mon histoire sur scène, de dire des conneries et puis, j'aime bien aussi aller écouter les histoires des autres qui disent un peu moins de conneries que moi, mais au final, on raconte les mêmes histoires. C'est juste que moi, je mets un petit truc en plus. Moi, pour les soirées fado, ce que j'avais bien aimé aussi, c'est que, en fait, c'était revenu c'était un peu là avant le Covid, donc, c'était revenu à un moment aussi où les restaurants fado commençaient à disparaître à Paris. Et à un moment, on en avait. Et à un moment, ça s'est mis à partir, à s'arrêter. Et du coup, tu as permis de remettre ça aussi. On est aujourd'hui la seule maison parisienne où tous les 15 jours, on a donc nos soirées fado avec les musiciens sont résidents, eux sont toujours les mêmes. Regardez, je vous montre, ils sont là. Les guitares sont là. Il y a a guitarra portuguesa, mesmo, tipicamente portuguesa. E aqui temos a viola, la guitare classique portugaise, mas que se chama a viola. J'en profite pour vous dire que le fado... c'était très très bien l'émission il y a 15 jours juste avant le Portugal et que je passe un gros bonjour à tous les amis du Fado qui ont bien accepté de la faire cette émission parce que à la fin quand on avait fait l'émission en direct donc ils ont interprété au total 5 chansons donc les gens qui étaient là-bas autour du resto ils étaient comme un concert gratuito bah. Et en fait tout le monde applaudissait, les gens sont venus voir, mais c'est joli, tout ça, et en fait, donc voilà, il y a encore plein de gens qui ne savaient pas forcément que c'était du style fado et qu'il nous reste encore tout ce chemin à faire découvrir. Et du coup, un rendez-vous tous les 15 jours, c'est un programme aventureux, mais qui permet de pérenniser dans le temps l'aventure. L'idée, c'est à nouveau, c'est de permettre, finalement, que Porto Lajat permette à ce qu'on puisse divulguer le Portugal dans sa globalité. Le fado, pour moi, est quelque chose de très important aussi. Tu chantes? Ouais. Hein? Non, je ne chante pas. Ah non, ça... Il faut boire beaucoup de bouteilles pour que je chante. Moi, j'avais chanté il y a pas longtemps. J'ai fait une vidéo en chantant et j'ai eu le droit à plein de commentaires. José, la vidéo est super, mais s'il te plaît, arrête de chanter. J'y vais pas, moi. Non, ça va pas. Ah, alors ça y est, il y a les gens qui commencent à nous parler, à mettre des termes. Tauni, tout ça. Attends, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à la personne qui est là aussi avec nous. Pedro, é isso? Pedro,
Vem aqui conosco. C'est un des salariés de Julien. Et regardez, já está pronto para o jogo. É tudo nosso, é tudo nosso. Pedro, tu és de Portugal ou de França? Eu nasci em Portugal, eu sou 100% português. Ah, sério? Onde é que nasceste? Nasci em Lisboa, já há uns aninhos, e entretanto fui morar para o Porto. O pana nasceu em Lisboa, alfacinha, vai morar para o Porto. Tripeiro? Não, benfiquista. Je dis rien parce que je veux pas perdre mes followers du Nord. Mais je l'aime bien, Pedro. É isso. Pronto, e depois aqui o nosso Julián, começou por ser um cliente, de cliente passei a amigo e entretanto, agora em setembro, comecei a trabalhar aqui com ele aqui no Portologia Paris. Como é que achas que vai correr o jogo esta tarde às 4? Portugal ganha? Claro. Portugal já está qualificado. Não interessa, mas temos de ganhar. Temos, eu também acho, pense qu'il faut gagner. Profitez-en pour me donner votre pronostic. Je lance un jeu supplémentaire. Donnez-moi votre pronostic pour le match de cet après-midi du Portugal. Donc Portugal contre Corée du Sud. Le Portugal contre l'équipe de Paulo Bento, l'avant-dernier entraîneur du Portugal. Donnez-moi le score. Celui qui donnera le bon score. Et allez, il faut le nom du buteur. Et après, s'il y a un départageage à faire, départageage, ça n'existe pas, mais je l'invente. Je ferai un tirage au sort, mais le score du match, le premier buteur, le nom du premier buteur, et il gagne 2 places pour aller voir mon spectacle à l'Européen dimanche prochain. Et si jamais il habite trop loin, quand je viendrai jouer à côté de lui, il gagne les 2 places aussi. Tu, quanto é que dizes? Eu acho que vai ser uns 4-0. Ai, mais avec toi, BetClick, il gagnerait trop d'argent. 2-1. Julien, 2-1. Ok. Et tu, quem marca en primeiro? Le premier buteur, on va dire, du Portugal, pas du match. Le premier buteur du Portugal, ce sera qui? Cristiano Ronaldo. Ah oui, mais s'il joue pas. Ah bah oui, regarde. ça c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut qu'il se repose. Non. Antonio Amaral, olá, tudo bem? Cidália Vieira, elle dit 3-1 pour le Portugal. Mais moi je crois que... Attention, il y a trop d'euphorie les gars. Non mais là on se voit déjà champion du monde. Calme. 4-0, tout ça. Non. C'est la Coupe du Monde, calme. Et là arrive aussi un moment que j'adore. Parce que même moi, quand j'avais fait l'émission sur le Porto, la vidéo sur le Porto, je connaissais pas les différentes catégories de Porto. Julien, est-ce que on a tout préparé sur la table? Est-ce que tu peux maintenant nous faire une petite présentation de Porto en nous expliquant? Et ça y est, on parle de foot, tout le monde dit son programme. 3-1, 3-2, 3-0, Manuela. Mais on n'est pas au baby-foot, les gars. Moi, les amis, écoutez-moi, on se calme. On est bien parti, mais moi, des fois, j'ai l'impression, quand j'entends même mes copains, mais on est qu'à 2 matchs. On n'est pas encore champion du monde. Paulo Correa, c'est le cousin? La famille. Ah, la famille, regarde. Du Luxembourg. Est-ce que tu as pensé à ouvrir ailleurs qu'en France? Voilà, l'objectif quand on a ouvert Paris, Lisbonne, c'était d'ouvrir une antenne dans chaque capitale d'Europe. Donc le Covid est venu un petit peu calmer ça, mais oui, on souhaiterait ouvrir en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, voilà, ça serait... Moi, je viendrais avec grand plaisir aussi. Est-ce que tu peux maintenant nous faire justement une démonstration? Est-ce que vous connaissez comment on appelle ça, les différentes catégories? Les catégories de Porto, exactement. Parce que juste avant qu'on commence, il y a aussi un truc moi qui m'avait fait halluciner, parce que moi quand du coup j'ai vraiment connu Julien du coup au début de cette aventure. Parce que moi, quand je t'ai vraiment connu, tu bossais encore pour Delta, c'est ça? Delta, exactement. Voilà. Ouais. Il y avait cette idée dans ta tête, mais il y avait encore... Non, il n'y avait rien de construit, et c'est avec le temps aussi. C'est aussi le fait d'avoir travaillé toujours pour des sociétés portugaises, d'avoir cette vision un peu du commerce et de l'image du Portugal à l'étranger, de voir comment on pouvait finalement développer, et finalement si je pouvais allier mes origines, le côté professionnel, et finalement prendre un plaisir immense à développer les deux, c'est ce qu'on a fait. Mais justement, moi, après un moment, au fur et à mesure, voilà, il y a des fois on se voit, des périodes on se voit un peu moins. Il y a des périodes même on s'est peut-être pas vu pendant, je sais pas, très longtemps. Exactement. Même avant le Covid. Et puis, un jour, j'ai vu passer sur Facebook. C'était un truc de dingue. T'étais habillé en Harry Potter. Oui, c'est la tenue de la confrérie de Van Porto.
Et Alors donc, viens, tu vas nous montrer, tu vas nous expliquer pour ça, parce que en fait voilà, le parcours de Julien du coup, c'est que même on va dire dans d'une certaine manière, on peut dire que même toi, tu démarrais tout de zéro, tu repartais à zéro, c'est-à-dire tu avais tout à apprendre. J'ai tout redémarré à zéro, j'ai appris, je me suis formé, maintenant je suis formateur, j'ai intégré la confrérie des vins de Porto. Alors voilà, elle est là, regardez, Et je fais basculer la caméra, Voilà, et du coup tu as reçu un diplôme et tout. Et j'ai reçu mon diplôme Tu peux tenir le micro de chevalier, bien sûr, de chevalier. Ça. Regardez. Ça c'est mon diplôme c'est Julien. de formateur. Regardez au-dessus, juste au-dessus. C'est mon diplôme de formateur pour l'Institut des vins de Porto. Donc, C'est-à-dire je fais des formations, j'explique comment auprès des écoles hôtelières, auprès des sommeliers, et ça c'est mon diplôme de la confrérie des vins de Porto. Et moi, c'est ce diplôme-là que j'ai vu sur la photo et sur lequel tu étais habillé en Harry Potter. On aurait dit un étudiant américain. Avec il y avait des dorures et tout. Ouais, les costumes, Des les chaînes, capes, les chaînes, le test vin, qui est cette coupelle qu'on porte autour du cou pour pouvoir goûter le vin. Donc voilà. Et est-ce que tu t'attendais à tout ça au départ? Est-ce que tu savais que tu allais faire tout ce chemin? Non, on partait sur une aventure, donc on se testait, et puis plus je creusais, plus j'avais envie de connaître plus, et plus j'ai voulu me former, plus j'adorais, et puis et voilà, ça s'est fait, le cheminement s'est fait naturellement finalement. Il y a pas longtemps, j'ai lu une petite phrase d'un auteur que je suis incapable de citer maintenant, mais qui était un aventurier, un navigateur du début du siècle français. Et il avait dit finalement, l'aventure, en fait, c'est juste faire un pas l'un après l'autre et accepter de ne pas savoir ce qu'on va découvrir après. Et un jour, sans s'en rendre compte, on tombe sur une île. Exactement. Et nous, ça fait déjà 7 ans à Paris, aujourd'hui. Hier. Hier, c'était l'anniversaire, 7 ans. 7 ans de Porto Legge à Paris. Le temps passe à une allure très rapide. On a eu tellement de choses déjà ici, on a passé tellement de bons moments, et c'est si enrichissant qu'on puisse finalement partager, nous, notre culture du vin, ce plaisir de le découvrir, et c'est vraiment des moments très agréables. Bah justement, on est parti, ça vous dit, restez avec nous, on va maintenant avoir droit à une découverte des différents vins de Porto. Alors moi, je vais filmer Julien, je vais faire le va-et-vient avec le micro, mais c'est lui qu'on va regarder. Je me mets de ce côté de la table. Normalement, vous me voyez encore très bien, et là Julien, on le voit très bien. Donc j'ai tâché à chaque fois de garder le contact, de filmer et de te passer le micro. Donc, Julien, hola. Hola. À nouveau. Vas-y. Donc alors, avant, je vais expliquer un peu ce qu'est le Porto, puisque le Porto, donc c'est ce qu'on appelle un vin fortifié. C'est un vin où on a additionné de l'eau de vie vinique à 77 degrés d'alcool pour finalement stabiliser le vin, garder le sucre naturel du raisin et monter le degré alcoolique. Le Porto, il titre toujours entre 19 et 21 degrés d'alcool. Donc c'est un peu plus fort que le... Ça, si je me souviens bien, au départ, la première fois, c'était un accident. Alors, on sait pas trop. Il y a une histoire anglaise, il y a une histoire portugaise. Ce qu'on sait, c'est que les Anglais ont commencé à acheter du Vinho Verde Tinto qui tournait pendant la traversée parce qu'il était un peu perlant, et eux ont additionné un alcool fort pour le stabiliser. Donc ça, c'est une des histoires de la création du Porto. Mais on sait que les moines cisterciens qui plantaient la vigne dans le Douro, qui étaient autour de l'Amego, faisaient déjà des vins fortifiés. Donc on ne sait pas trop qui est l'origine qui a créé le Porto. Ce qu'on sait, c'est que les Anglais ont beaucoup participé à développer, à créer les catégories. C'est pour ça qu'on parle de Tawny, qu'on parle de White, qu'on parle de Pink et tout ça, parce que c'est les Anglais qui ont un petit peu aidé à classifier ce grand vin et pour pouvoir l'exporter. Finalement, le Porto, c'est une réussite portugaise, mais associée à une autre culture. Oui, bah ça a été finalement, d'où la relation qu'on a avec l'Angleterre. En 1703, il y a le traité de Methuen entre la couronne portugaise et la couronne anglaise, où les Anglais ont décidé de ne jamais taxer l'importation de vins portugais. Donc à partir de là, c'est pour ça que de grandes familles anglaises sont venues au Portugal pour développer donc le Porto, et qu'on a les Grahams, les Taylors, les Symington et toutes les grandes, les Coburns, toutes les grandes maisons qui ont des noms à consonance anglaise. Et Cruz. Et Cruz c'est plus... Oui, Cruz c'est... J'aime bien ce nom. Je comprends pas pourquoi. Et Cruz qui est aujourd'hui le leader du marché, qui est finalement les ambassadeurs du Porto un peu dans le monde. C'est parti pour la
Découverte. Alors, dans le Porto, donc on a donc 4 grandes catégories. J'ai un petit peu présenté les 4 catégories. Le Porto Pink, qui est le Porto rosé, qui est une invention d'une dizaine d'années, inventé par la maison Croft, le Croft Pink, surtout pour surfer sur la tendance des rosés de France. Le Porto rosé, donc il est fait uniquement à partir de cépages rouges, donc des raisins rouges, qu'on va venir juste presser et on va laisser la peau en contact du jus juste pour lui donner la coloration. C'est des Portos qui sont assez jeunes, qu'on va consommer l'été surtout en piscine, en cocktail ou tout simplement bien frais, entre 4 à 6 degrés. C'est des Portos qui sont très fruités, on va plus avoir les arômes de fraises, on va avoir des arômes de fruits rouges. Voilà, c'est très agréable, c'est sucré, on est dans la catégorie des Portos les plus sucrés. Et j'avoue, moi je le connaissais pas. Oui, ça, comme je disais, c'est une dizaine d'années, 10-12 ans maintenant. Donc c'est assez récent. Et donc on peut faire d'excellents Portos avec ce type de cocktail. De Porto. D'excellents cocktails avec ce type de Porto. On avait compris. C'est que la 3e bouteille aujourd'hui. Julien, je te remercie parce qu'il est venu ouvrir et il était présent aujourd'hui pour cette journée, pour ce midi, exprès pour l'émission. Muito obrigado. On continue. Là, je connais déjà. Après. Là, voilà. Ensuite, on va voir les Portos blancs qui sont finalement les plus complexes et les moins connus. C'est le Porto préféré de ma maman. Ah oui. Je sais pas pourquoi les mamans, j'ai l'impression qu'elles aiment beaucoup plus le Porto blanc que le Porto rouge. Je sais pas pourquoi. Mais ma maman, t'as un branquinho? Le Porto blanc, parce que ce qu'on connaît le plus, c'est le Porto Lagrima, qui est le Porto blanc extra doux, le plus sucré. Et généralement, c'est ce que les Portugais aiment. Donc c'est pour ça qu'on le connaît bien, celui-ci. Et donc dans les Portos blancs, ils sont faits uniquement à partir de cépages blancs, donc des raisins blancs. Et là on va faire vieillir dans des petits fûts de 550 litres comme celui-ci qu'on voit là. Tourne. Celui-ci, ce fût qu'on voit là, il est là en déco, mais à l'origine c'est le vrai type de fût qu'on utilise dans les caves pour le vieillissement des vins. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle des Portos de style oxydatif. Ils vont oxyder, c'est pour ça qu'ils ont cette couleur-là quand ils ont 20 ans. Voilà, ils deviennent ambrés. Ils sont très clairs quand ils sont jeunes, plus ils vont vieillir, plus ils vont prendre cette couleur ambrée. Et dans les Portos blancs, on va avoir des catégories de sucrosité. Et ça, peu de personnes le savent. On va avoir des Portos extra secs, demi-secs, doux et extra doux. Lagrima de Cristo. Le Lagrima de Cristo, c'est l'extra doux. Comme nous dit Antonio Amaral. Et on va de 35 grammes de sucre par litre sur un extra sec jusqu'à 160 grammes de sucre par litre sur un extra doux. Mais ça fait beaucoup de sucre. Ça fait exactement beaucoup de sucre. Waouh. Plus que le coca. Mais ouais, 135. 160. 160. Ouais, pour le Lagrima. Et c'est ce qu'on consomme le plus. Bon, waouh, on apprend plein de choses, c'est génial. Et donc dans les Portos blancs, on va avoir après les catégories en termes de vieillissement. On va avoir les classiques entre 2-3 ans d'âge, les réserves minimum 7 ans d'âge, et ensuite les indications d'âge 10, 20, 30, 40 et 50 ans d'âge maintenant. Et il y a quelqu'un qui nous demande aussi en direct, est-ce que les gens peuvent venir pour assister et avoir droit à des découvertes et présentations des vins? Là, on le fait ici, tu le fais aussi pour des entreprises, je le sais, mais est-ce que pour les particuliers, ça fonctionne aussi? On fonctionne ici comme bar à vin, on peut venir manger une planche charcuterie, fromage, boire un verre, mais on peut aussi faire des dégustations de 3, 6 et 8 verres de vin de Porto, où on explique un petit peu finalement comment est fait le Porto, les différentes catégories, comment on peut l'associer au moment du repas. Voilà, on a vraiment le côté très pédagogique. Et si on vient avec des enfants comme moi et qu'ils aiment le soumol? Il y a du soumol, il y a du jus, il y a du compas, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants aussi. Merci Julien, on continue. Là, on arrive aussi à des noms que voilà, nous on a plus l'habitude de connaître maintenant. Les Tony et les Rubis. Et là, c'est les Portos rouges. Donc la différence avec les Portos blancs, c'est que les Portos rouges sont faits uniquement à partir de cépages rouges, les blancs à partir de cépages blancs. Et la particularité, c'est qu'on va voir 2 types de vieillissement. Les Tony, ce sont les rouges qui vont vieillir comme les blancs dans les petits fûts de 550 litres. Et les Rubis, eux, vont vieillir dans des cuves inox, cuves béton, ou dans des gros foudres de 20 ml à 100 ml. L'objectif, c'est qu'ils n'oxydent pas. Donc quand on voit, d'où la couleur, le Rubis est rouge intense. Il est très fruité, on va plus avoir des arômes de fruits rouges, fruits des bois, cerises, cassis. Tandis que le Tony, avec le vieillissement en bois, on va être plus ambré, on va plus avoir les arômes de raisin de Corinthe, miel, caramel. Voilà, on est plus sur ce type d'aromatique. C'est complètement différent. Et les bouteilles les plus anciennes, donc là, toi, t'en as une de 1880, c'est quel type? Là, celui-ci, c'est un Tony. C'est un vieux Tony. Et la plus vieille bouteille de Porto à notre connaissance,
aujourd'hui qui circule, qui est vrai, qu'on peut voir, c'est combien d'années d'ancienneté? On a des bouteilles comme celle-ci hein, qui ont bien plus de 100 ans. Et on a encore beaucoup de Porto dans les fûts qui vont être mis en bouteille et qui vont continuer à vieillir. Les Porto qu'on appelle de style oxydatif continuent d'évoluer quand ils sont dans leur bouteille. Quand ils sont dans leur fût. Une fois qu'ils sont mis en bouteille, il n'y a plus du tout d'évolution. Mais par contre, ils se conservent super bien. Et complètement, l'eau de vie en fait qui est mis dans le Porto permet qu'elle se conserve. Les seuls Porto qui continuent d'évoluer dans la bouteille, c'est ceux-là. C'est pour ça qu'ils sont couchés. Et c'est les vintage. Et là, les vintage, c'est un peu comme les grands crus classés. Et donc là, c'est les Porto qu'on va venir encore fouler au pied, qu'on va vraiment extraire au maximum de la peau, de la rafle, vraiment pour lui donner une structure. C'est les Porto qui sont non filtrés et eux continuent d'évoluer dans la bouteille. Et ça, c'est les Porto qui peuvent rester plus d'une centaine d'années dans la bouteille sans aucun problème. Super, merci pour ces infos. Attends, je regarde un truc. Est-ce que j'ai encore beaucoup de batterie? Ouais, il m'en reste encore. Quelle heure il est d'ailleurs? Quelle heure il est? Il est 13h45. Bon, normalement, l'émission se termine, mais depuis un moment, à chaque fois, on gratte 10-15 minutes. Toi, t'as encore 10-15 minutes, Julien? Ah oui, sans aucun problème, on a tout le temps, nous. Non, parce que, attends, après, on va encore voir ça, mais juste avant, je vous montre. Vocês podem vir aqui, rapaziada, e comer. Parce que comme il dit, voilà. Et moi, du coup, c'est pour ça que je l'aime bien venir aux soirées fado. Il y a de la musique, mais regarde, on peut manger. Et moi, j'avoue que je suis un grand gourmand. Et donc, et du coup, on va déjeuner juste après. Et du coup, là, on arrive aussi à la partie, vraiment, moi, j'avais trouvé ça génial quand j'avais vu passer ça sur Facebook, c'est que maintenant, le Porto a donné naissance à tous ces autres produits. Exactement. Là, on voit donc l'huile d'olive. Donc, c'est l'huile d'olive de notre livret qui est encore récoltée à la main. À nouveau, l'olivret, c'est pareil. Si tu ne t'en serais pas occupé, si tu ne l'avais pas relancé, elle n'existerait pas au plus. Pareil, là, je dis ça parce que moi, les miennes, on en a encore aussi, mais elles donnent chaque année de moins en moins. Oui, elles ont besoin d'un minimum de travail, mais contrairement à la vigne va mourir en 2-3 ans si elle n'est pas traitée. Les oliviers tiennent beaucoup plus de temps. Donc il y a besoin d'un peu d'entretien, mais c'est vrai que c'est un arbre où il faut le laisser vivre aussi. Donc c'est une culture beaucoup plus facile. Je crois que cette année on a réussi à faire, mon père il m'a dit 500 litres d'huile. C'est déjà très bien, ouais, c'est une belle production. Ouais, mais avant on en avait beaucoup plus. Nous sur cette cuvée-là, on a fait que 1360 bouteilles. Donc on essaie vraiment de faire du premium, de faire des belles huiles d'olive. Là, on est à moins d'1% d'acidité, donc on est vraiment sur une première pression à froid. On essaie vraiment d'essayer de montrer le mieux que le Douro peut faire. Parce que moi, j'en avais marre d'aller dans les restaurants, vendre du vin et de dire l'huile d'olive italienne, l'huile d'olive espagnole, l'huile d'olive grecque. Et nous, notre huile d'olive, on a un savoir-faire, on a un terroir, et à un moment, ça a touché l'orgueil du portugais. C'est comme ça qu'est née l'idée, l'orgueil. Exactement, et c'est comme ça que je dis, non. Alors, je tiens juste à préciser un truc. Vous me voyez pas, mais vous m'entendez. Il y a un an, je suis parti en vacances. Non, c'était les premières vacances avec ma fille, donc c'était il y a 2 ans. C'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant. J'ai été à Guimarães, dans un restaurant au centre-ville. Voilà, c'était notre dernière journée. Je voulais absolument que ma fille et ma chérie voient Guimarães. Je les avais jamais vus, donc voilà. On va manger dans un restaurant portugais, typiquement portugais. Ils ne servaient que des plats portugais avec un chef portugais. Voilà, on s'est fait un plaisir, un kiff. Et ils nous ont amené la fameuse huile d'olive pour manger avec le pain. Pão caseiro. Et je reconnais, c'est la toute meilleure huile d'olive qu'on ait mangée avec du pain. Elle était portugaise et aujourd'hui on est juste dégoûté de ne pas avoir pris la bouteille. Le mec nous avait dit on la vend, c'est les nôtres et vous allez voir tout ce que vous avez goûté avant. Et c'est ça, et c'est un peu l'expérience qu'on veut faire. C'est pour ça que c'est des bouteilles de demi-litres, on n'est plus nos graffins de 5 litres. Mais l'idée, voilà, c'est de travailler le côté aromatique, découvrir le top de ce qu'on peut faire. Et donc je prends toujours un plaisir, et puis pour moi, quand on va présenter nos produits et qu'on nous reconnaît la qualité, pour moi le travail et le cheminement est fait, le travail est accompli. Alors du coup, on a aussi grâce à ça aussi derrière, les savons. Le fameux miel. Le miel aussi de l'olivret. Et là, les savons, pareil, on a développé cette gamme de savons pour... Le premier savon, c'était l'huile d'olive. Pendant le Covid, on n'a pas vendu notre huile d'olive. Donc on avait eu du mal à avoir le contact avec le client. Et l'huile d'olive est bonne l'année de récolte. Ensuite, elle perd sa qualité. Et donc du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec l'huile d'olive? Et donc on a décidé de développer les salons à l'huile d'olive. Et puis l'année... Donc si j'ai bien compris, tu es devenu aussi, en plus de spécialiste du vin, spécialiste d'huile d'olive.
Exactement. À nouveau, c'est quand on le fait par passion, on se forme, on cherche et puis voilà, on essaie toujours de valoriser. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire. Ça nous donne déjà tellement de travail à produire l'olive qu'on va essayer de travailler, de garder jusqu'au bout, et vraiment faire de A à Z la réutilisation de la matière. Et donc avec les restes de l'huile d'olive, on a fait les savons. Et ensuite, avec les restes du vin, on a fait les savons à l'huile de pépins de raisin. Donc on a fait une huile de pépins de raisin qu'on a... António está a dizer que os portugueses são os terceiros maiores produtores de azeite no mundo. Si, mais on fait beaucoup des huiles de volume et pas de qualité. On est moins sur le côté premium. Et c'est aujourd'hui ce qu'on a besoin, c'est certes de continuer à produire ce qu'on sait faire de bon, mais aussi d'essayer de concurrencer les Italiens, les Grecs. Avec du pain, mais moi franchement j'adore. Et c'est le plus simple, et je pense que n'importe quel repas, la petite coupelle, l'huile d'olive et le pain, c'est vraiment initier un bon repas. Alors on en parlera dans une des prochaines vidéos, mais du coup c'est aussi un art qui nous a été partagé par les morts, les musulmans, qui l'ont apporté avec zaytoun. Zaytoun, exactement. On a du mal à le cacher parce que le mot zaytoun vient vraiment de l'arabe, donc du coup c'est notre empreinte et c'est la richesse aussi du Portugal. Voilà, c'est les 400 ans de présence qui nous ont laissé. Et du coup, plus de 800 mots, j'en profite pour dire que le 18 décembre, c'est la journée mondiale de la langue arabe, tout comme il y a la journée mondiale de la langue portugaise dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de pays, il n'y a pas beaucoup de cultures qui ont leur langue journée mondiale, le Portugal là. Et que du coup, je ferai aussi une petite vidéo qui nous montre tous ces liens. Parce que justement, l'huile d'olive, voilà, c'est un héritage de ces 400-500 ans de présence, et même plus parce qu'ils ne sont pas tous partis derrière. Et il y en a même qui sont restés pour toujours. Et c'est ce qui fait la richesse du Portugal. Les zaytoun, c'est ça que j'aime bien rappeler aussi, que c'est un des mots arabes de la langue portugaise et que nous on a réussi aussi à continuer à garder, tout comme les azulejos, et que ça fait partie de notre culture, notre patrimoine, ça fait aussi partie de nos racines. Et nous on est entre les deux, c'est que on est à la fois dans le nord-est Transmontane avec la culture celtique et os politeiros, la tradition celte, la cornemuse, les tambours, et on va avoir le côté mort avec l'huile d'olive et d'autres cultures. Donc on est vraiment au carrefour de cette double culture, avec encore des mots en mirandais, puisque Miranda est à côté, le Portugal, deux langues officielles, le portugais et le mirandais. Et donc, moi, je me souviens encore de parler de chicha. Je ne sais pas si ça parle des personnes. Chicha, c'est viande en mirandais. Et voilà. Et donc... Mais parce que mon papa, il est de Bragança, tout ça, on n'est pas loin. Et nous, quand on était petits, carchichinha. Et moi, maintenant, je garde le réflexe, je dis à ma fille, carchichinha. Et Talia, elle commence à dire chicha. Et quand on je dis non, les gens, ils vont venir à la maison, à la crèche. Votre fille, elle prend de la chicha. Non. Et quand on se balade, par exemple, sur Lisbonne et qu'on parle de chicha, tout le monde nous regarde avec grands yeux en disant mais qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, moi, c'est pas parce que je suis du Nord, parce que ma maman est aussi du Algarve. J'ai 2-3 idées aussi de vidéos sur le Algarve, mais en fait, le Nord du Portugal, il est beaucoup plus riche qu'on ne le pense, et il est un peu moins mis en avant, parce que voilà, il n'y a pas de grande ville. La plus grande ville, c'est de Trás-os-Montes, c'est Bragança. Après, il faut aller à Chaves, mais Chaves, c'est pas non plus la grande ville. Même si je supporte Chaves, qui fait une bonne saison dans la première division portugaise. Après, il y a Braga, mais ça, là, on commence à se rapprocher de l'océan, Guimarães, Porto. Mais tout ce qui est après vers l'Espagne, les gens, des fois, ils se demandent est-ce que ça vaut le coup d'y aller. Et moi, je dis ouais, bien sûr qu'il faut y aller. Ah, ça, il n'y a aucun doute, et on le sent. Hein. Nous, on a les clients qui visitent le Portugal sur une première destination, et puis rapidement, ils veulent venir dans les terres, ils veulent sentir. Et c'est le mieux qu'on peut leur donner, c'est qu'une fois qu'ils ont découvert comment est la région, comment on produit nos vins, comment... la difficulté finalement, puisque c'est très dur, c'est très peu mécanisé, tout est encore travaillé à la main, et donc à partir de là, tout le monde est conquis. On demande s'il y a une boutique en ligne. Alexandre Damotte, dis-je. La boutique en ligne ou héritage-douro.com. Je mettrai toutes les infos. Et il va bientôt être temps de nous quitter, les amis. Mais juste avant, tu vas revenir... Non, c'est moi qui vais rester. On va rester... voilà, on va profiter de cette belle image. Hop, mais du coup, il faut que je revienne en avant parce que sinon, vous n'avez pas. Voilà, comme ça, vous voyez aussi devant. Voilà, il y a Pedro qui est là-bas. Hola, Pedro. Tudo bem? Pedro avec son beau maillot. Et monsieur.
On va revenir là. Le Père Noël. Mais ouais, regarde. La prochaine soirée Fado, c'est quand? Le 14 décembre, mercredi 14 décembre. Mercredi 14 décembre, soirée Fado ici au Porto Logia. Pedro, se quiseres, podes vir aqui ao pé de nós. Pronto, podes vir. Moi, je vous rappelle, je suis samedi prochain à Dijon, sur scène, avec mon spectacle en construction à 20h au Darcy Comedy. Et dimanche 11 décembre à l'Européen, tout sera là, avec mon spectacle. Et voilà, je crois que tu vas même faire gagner des places. Exactement, on va lancer un jeu concours sur notre page Facebook pour gagner 10 places pour participer à ce bel événement. Et du coup, je vais t'inviter à prendre le petit sac qui est dans ma poche arrière. Vas-y, hop. Alors, attention, ne le renversez pas parce que dedans, il y a les tickets des gagnants du jeu concours de la semaine pour gagner le tote bag Franc-Tu-Gay. Et chaque mardi, vous le savez, maintenant c'est devenu la coutume, je poste une photo avec une question et puis il faut deviner. Alors attention, la question de mardi c'était quel est l'objet préféré, mon moyen de transport préféré que vous pouvez voir sur la photo. Et bien entendu, c'est la trottinette. Ah mais voilà. Et c'est ça le problème. On a eu je sais pas combien de réponses, mais c'est pas juste la trottinette. Mais non, des trottinettes, il y en a partout dans le monde. Mais la mienne, celle de Pedro Belomar, elle s'appelle Ça va. la trottinette portugaise. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec des dizaines et des dizaines de réponses, mais il y en a qui m'ont fait le transpalette avec l'accent. Je savais même pas que ça s'écrivait transpalette en un seul mot. Il y en a, ils ont fait, c'est la trottinette de José, la trottinette de Frantuguet, mais la bonne et seule réponse qu'il pouvait y avoir, et c'est pour ça que pour la première fois, il y a un peu moins de gagnants par rapport à l'ensemble, c'est que c'est la trottinette portugaise. Et donc, c'est devenu la tradition, tu vas tirer au sort la gagnante. Vous avez été une trentaine à donner la bonne réponse, et on va voir si c'est un ou une qui remporte le tote bag, qui est là. Ah, c'est un, et qui s'appelle Pedro Diaz. Tu le mets sur mon front. Voilà, ça aussi c'est la tradition maintenant. Pedro, olha, estás aqui conosco, Pedro. Ganhaste o tote bag graças à tua resposta que c'est la trottinette portugaise. Et du coup, j'en profite pour vous raconter la petite anecdote. Moi, je vous donne aussi rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du Frantuguais Bag. C'est que vendredi dernier, lorsque j'étais à l'Assemblée nationale portugaise, après, quand je suis rentré dans l'hémicycle, après avoir fait l'émission et le tirage au sort, donc l'émission n'était pas encore finie, on débordait et on m'avait autorisé à entrer dans l'hémicycle en pleine session. Il y avait le discours des ministres, tout ça. Et ils allaient passer au vote. Et moi, je suis rentré, j'avais complètement zappé. Je suis rentré avec donc mon téléphone, mon équipement, mon micro et mon post-it sur le front. Ça a dû les marquer, je pense. Surtout qu'on m'a fait rentrer dans la partie presse avec tous les journaux, toutes les télés, il y avait SIC, tout ça, il y avait tous les grands reporters. Tu sais, les grands reporters, c'est ce que tu vois faire. Sim, aqui em Portugal, aqui em Lisboa. Tu sais, il y avait les présentateurs, il y avait tout le monde, il y avait toute la clique et ils se sont tous au fur et à mesure retournés vers moi. Et ils m'ont dit, mais ils me montraient le front. Et moi, je comprenais pas. Je comprenais pas ce qu'ils me disaient. Parce que moi, j'étais trop content d'être là. Je vous montrais. Et puis, voilà, moi, j'étais concentré sur mon direct. Et après, il y a un agent de la sécurité qui vient et qui me fait tapoter dans l'épaule et me fait, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Et il me fait, vous enlevez ce que vous avez sur la tête. On n'a pas le droit de faire passer des messages pendant les sessions. Oh là là, c'est vrai? C'est vrai. Et la suite, je vous la raconterai quand on fera un best-of des Frantuguais Mag. C'était filmé? Moi, j'ai filmé. Puisque moi, j'enregistrais. Ça va être marrant alors. En tout cas, c'était juste génial. Moi, cette émission, je l'aime de plus en plus et vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre et à la partager. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à l'envoyer à vos amis, à la diffuser, à dar cada vez mais visibilidade. Grande obrigado a todos. Obrigado, Julián. Obrigado a ti. Obrigado, Pedro. Obrigado a vocês. Quanto o jogo? 4-0. 4-0. Non, mais... 4-0. Moi, je sais pas si on a bien fait de gagner déjà les 2 premiers matchs. Hein. Ça donne trop la confiance. Les amis, je vous souhaite, pour ceux qui regarderont tout à l'heure un bon match, je vous souhaite aussi une bonne journée, un bon dia, un bon fin de semaine. On se retrouve pour tout plein de vidéos, pour tout plein de rendez-vous dès ce week-end aussi. Vous allez voir des petites surprises sur la page Facebook. Et puis, à la semaine prochaine pour un Frantuguais Mag. Ce sera le numéro 21. Et encore une fois, parabéns, Pedro Dias. C'est bien ça? Exactement. Allez Pedro, si tu nous écoutes, tu m'envoies ton adresse en MP. Et puis rendez-vous aussi chez Julien, sur son site, sur sa page Facebook. Et comme ça y est, on est entré dans le mois de décembre. On est le 2. On peut déjà commencer à se souhaiter para todos boas festas que estão já a chegar.
Boas festas a todos. Com vinho do Porto, bem-vindo. Pedro, uma pequena mensagem. Venham a fazer as vossas compras aqui ao Pai Natal. Non, ça, c'était même pas prévu. Non, mais... Pedro, moi, je vais t'empregar, moi. Moi, je vais t'empregar, tu vas venir avec moi faire les autres Frontigay Miles jusqu'à Noël. Il n'y a pas de problème, je suis prêt. En plus, j'avais pensé à la blague, mais je me suis dit, non, je vais pas la faire. Je vais pas faire la blague. Un gros bisou à tous. Ciao, ciao. Tiens, on dit au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et merci de nous avoir suivis. Ciao.